Eh bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Riba-Roja de Túria, pas très loin de Valence, pour cette troisième journée de Race Across Spain première édition, et je suis en compagnie du vainqueur, Nicolas Châtelet. Salut Nicolas. Salut. Est-ce que tu as pu redescendre un peu sur terre? Ouais, encore fatigué, parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais ça va. Alors justement, on va rentrer dans ces détails de l'épreuve dans quelques minutes. Avant tout, on voulait te féliciter, toute l'organisation, puisque tu resteras pour toujours le premier vainqueur de Race Across Espagne. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on t'a vu arriver ce matin avec un magnifique lever de soleil. Je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs se posent la question, quand on fait comme ça 1000 km à vélo, est-ce qu'on a quand même le temps de profiter du lever et du coucher de soleil? Parce que là, vous avez eu 2 jours magnifiques en termes de météo, un petit peu froid la nuit, on va en parler. Mais par contre, lever et coucher de soleil, est-ce qu'on a le temps d'en profiter? Oui, évidemment, c'est des moments qui sont toujours particuliers. Souvent, le lever de soleil est compliqué parce qu'il fait froid. Exactement, il y a toujours une toute petite chute de température après le lever du soleil, effectivement. C'est ça, et par contre, le coucher du soleil est souvent le moment le plus agréable. Moi, je trouve, pour rouler, c'est mon moment préféré. Bon, on entend un petit accent, on sent le barbecue, là, parce qu'il y a le barbecue qui est juste à côté de nous, et toute l'équipe, certains coureurs en profitent, mais on entend un petit accent. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens? Je suis originaire de Luzenac, à la base, donc en Ariège. Et après, j'ai muté à Paris, puis maintenant à Perpignan. Quel est tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur de maths. D'accord, professeur de maths qui vient de l'Ariège mais qui est sur Paris. Alors on en a déjà parlé juste avant, avant d'enregistrer, mais c'était ta première épreuve de 1000 km, mais tu avais déjà de l'expérience sur des distances plus courtes, c'est ça? Oui, c'est ça, j'avais déjà fait l'UBF Pyrénées-Orientales l'an dernier et des 24 heures. Bon, en tout cas, nous, quand on t'a vu partir, alors déjà, personnage très discret au départ de Santander, mais quand on t'a vu partir, t'es lancé comme ça dans ce couloir de départ, on s'est regardé avec Mathieu, que je salue d'ailleurs, qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet événement sur Riba-Roja. On s'est regardé, on a fait ouf. Alors lui, il n'est pas venu pour acheter du terrain, comme on dit. Il y avait déjà ce regard, cette concentration quand tu es parti de Santander. Quelle était ta stratégie? Quelles étaient tes ambitions sur cette première édition de Race Across Spain, 1000 km? L'ambition, c'était de me tester contre des gens qui avaient de l'expérience et qui sont reconnus comme compétents en ultra. Il y avait Damien Villiers. Et donc vraiment, mon but, c'était de faire la course avec lui pour voir ce que moi je valais. Parce que ce que je faisais à l'entraînement me paraissait plutôt bon par rapport à ce qui se faisait en course. Donc je voulais voir, parce que la vérité de l'entraînement n'est jamais celle de la course. C'est vrai. Donc voilà, mon but c'était vraiment de me tester face à Damien. Bon, je pense que tu as eu des réponses, mais effectivement il y avait Damien Villiers, multiples vainqueurs de nos Race Across 1000 km. Il y avait également William Debod, vainqueur du 1000 km Belgique l'année passée. Il y a un certain Régis Courteil que beaucoup connaissent dans notre communauté, de la communauté plus large que Race Across Serré dans le cyclisme ultra-distance. D'ailleurs, au moment où on se parle, tu es arrivé déjà depuis plusieurs heures, mais il y a une bataille qui est en train de se livrer pour le podium entre 2e, 3e, 4e, où il y a 10 km qui séparent seulement le 2e du 4e, donc ça va être très intéressant à suivre. Alors effectivement, donc tu es parti plusieurs minutes après Damien, parce que tu avais le dossard 1069. Damien, lui, avait un dossard plus tôt que toi. Quelle était ta stratégie? C'était de partir vite pour tout de suite revenir au contact, ou de te dire, moi je prends mon rythme et puis les choses se feront au fur et à mesure? Non, en fait, j'avais mes zones, je connaissais mes zones que je pouvais tenir raisonnablement. Quand tu parles des zones, c'était watts? Ouais. Alors, partage-nous tes watts, ça peut être intéressant, parce que la moyenne, je précise, est de 27,5 km sur le vélo, sans compter les arrêts, mais tout de même, 1000 km à 27,5 de moyenne, je vous laisse imaginer. Là, en watts, à la fin, j'ai plus trop regardé, parce que j'y faisais plus attention. Mais au début, il me semble qu'au bout de 8 ou 9 heures, j'avais 200 watts. Bon, et après ça a baissé. Logique. Forcément, puisque il y avait moins la course. Mais sinon, c'est théoriquement ce que j'aurais pu tenir dans des conditions optimales. Voilà. Sur la totalité de l'épreuve? La totalité, ça aurait été dur, mais j'aurais pu faire la course encore un moment à ce rythme-là. Ouais. Bon, on a une pensée pour Damien, qui malheureusement, mais ça arrive en ultra-distance, a abandonné à la base de vie. Il est arrivé... vous êtes arrivés quasiment ensemble, donc bien classé dans l'épreuve avec une possibilité de gagne.
mais Damien n'a pas souhaité repartir, souffrant de problèmes gastriques. Il a expliqué sur les réseaux effectivement qu'il a fait une erreur de débutant, c'est-à-dire il a pris plusieurs marques de bar avec lui, dont une marque qu'il n'avait pas testée et qui vraisemblablement n'est pas passée du tout. Et ça lui a coûté le podium, probablement. La victoire après l'histoire, on ne la connaîtra pas. Mais en tout cas, ça lui a coûté le podium. Quelle était ta stratégie, toi? Alors nous, on avait insisté sur le briefing de Santander, en expliquant qu'effectivement, c'est une traversée de l'Espagne. Le but, c'est de vous faire voyager, de vous emmener sur des petites routes. Donc, qui dit petite route, qui dit centre de l'Espagne, dit il n'y a pas des villages partout, voire même il y en a très peu. Quelle était ta stratégie sur l'alimentation, l'hydratation, puisque je sais que tu a souffert de l'hydratation? Ouais, alors au niveau de l'alimentation, j'étais presque autonome. Enfin, j'étais autonome même entre les deux bases de vie, j'avais tout ce qu'il fallait. Sauf, je faisais un arrêt boulangerie ou supermarché. Mais donc, j'avais qu'un arrêt à faire. Et par contre, l'hydratation, je m'arrêtais dans les fontaines, comme tout le monde. Mais cette nuit, le manque de lucidité m'a fait louper beaucoup de fontaines. Et j'ai pas eu le réflexe d'aller voir sur Open Runner alors que tout est écrit en gros. Donc ça aurait pas été dur d'en trouver. Donc là je me suis retrouvé à faire 250 km et pas les plus faciles avec 2 bidons. Alors à tous ceux qui nous écoutent, je vous laisse imaginer 250 km sans la moindre goutte. C'est quand même bravo. Et alors est-ce qu'il y a eu un impact physique? Je ne sais pas si on peut dire cette déshydratation parce qu'on était en pleine nuit, température un peu plus fraîche, mais est-ce que ça a eu un impact sur ton rythme? Ah ouais, ça a eu un impact énorme. J'ai perdu plus de 20%, je dirais. À peu près, si je regarde mes watts par exemple, mes watts de la dernière partie là se sont effondrés. Ouais, complètement. Ouais. Alors peut-être une autre raison, on va en parler, mais juste puisqu'on est dans l'hydratation, j'en profite. Un petit instant promotion, c'est qu'aujourd'hui sort un Ultra Talk, Ultra Tips avec Laure Candy, une spécialiste de la nutrition, docteur est passionné de sport, sur justement l'hydratation, les 5 erreurs qui peuvent vous coûter une épreuve d'endurance. Je vous invite à l'écouter. Il est sorti depuis quelques minutes au moment où on parle. Donc forcément, tu as eu cet affaissement de la performance suite à ce manque d'hydratation. Et qu'as-tu pensé du parcours et des routes qui avaient été tracées? Le parcours était magnifique. En tout cas, tout ce qu'on a fait de jour, c'était vraiment très joli. Après, je pense que la fin est très dure. Honnêtement, il y a beaucoup de gros pourcentages. Voilà, les 500 derniers kilomètres sont beaucoup plus difficiles que les 500 premiers. Ouais, et ce qui avec les sacoches et ainsi de suite. Alors devant, ça va parce qu'on a le niveau pour réussir à monter en vélo, mais je pense que derrière, il y en a beaucoup qui vont monter à pied. Parce qu'avec la fatigue et quand on arrive dans des pentes à 12%, même avec des braquets adaptés, je pense que ça va être compliqué de rester sur le vélo pour les gens qui sont derrière, donc je leur souhaite vraiment bon courage pour le coup. Écoute, on va les attendre sur la ligne, on prendra leur témoignage. Tu es arrivé avec le visage marqué, mais à la limite ça c'est normal en ultra, on ne s'offusque pas d'avoir une personne qui fait 1000 km un visage marqué, les yeux rouges, mais ça c'est, je dirais presque normal, non pas que tu aies les yeux rouges, mais tu n'as pas de lunettes. Pendant 1000 km, ça nous a tous surpris dans l'organisation. Les personnes qui t'ont vu à la base de vie à Molina nous ont tout de suite dit « Oh là là, il n'a pas de lunettes, incroyable !» C'est un choix, pourquoi pas de lunettes sur une épreuve aussi longue avec la prise de risque de voir un simple moustique te gâcher l'aventure? Ouais, vraiment c'est quelque chose que je supporte pas. C'est pareil, quand je cours en peloton, j'étais le seul sans lunettes, toujours. Et dès que j'en mets, en fait, au bout de... C'est une question de confort pour toi, c'est pas une question de vue ou quoi que ce soit, ça te convient pas, ça te plaît pas? Ouais, non, ça me gêne, vraiment je les supporte pas, et au bout de 3 minutes, elles se retrouvent derrière ma tête, donc j'ai arrêté d'essayer d'en mettre. Mais il faudrait vraiment que je me reforce, parce que pour mes yeux, c'est pas bon à long terme. Oui, non, je te confirme. Je te confirme, c'est vrai que c'est une explication. Moi, j'ai posté ta photo ce matin que j'ai prise juste à côté. Là. Tout de suite, j'ai voulu vraiment te prendre en photo dans ton jus parce que je trouve que c'est... Pour l'histoire, tout ça, je trouve que c'est beau de voir que tu étais marqué après cet effort. Et il y a eu des réactions en disant « Oh là là, c'est pas très rassurant », mais en même temps, quelqu'un qui fait 1000 km ne termine pas très frais, c'est logique, tu vois ce que je veux dire. Parle-nous du sommeil. Alors, tu sais qu'il y a cette règle sommeil. Je sais que tu t'es arrêté, tu as respecté ces 4 heures d'arrêt. Combien de temps tu as dormi sur... donc, tu as mis 40... Attends, je retrouve ton temps. Ouais. Tu as mis un jour, 18 heures et 9 minutes pour parcourir ces 1000 km. Quel a été ton temps de sommeil? J'ai dormi 45 minutes à la base de vie, à peu près. Ouais. C'était un choix ou ta stratégie de départ était celle-ci?
En fait, j'ai adapté en fonction de la règle sommeil, clairement, parce que sinon je me serais pas arrêté s'il n'y avait pas eu cette règle. Mais là, étant donné que je vais m'arrêter, j'avais encore 3 heures à la base de vie et je me suis dit que après m'arrêter dehors, ça m'intéressait pas trop. Et est-ce que tu es habitué à cette privation de sommeil? Est-ce que c'est quelque chose que tu gères et que tu acceptes facilement? Ton corps l'accepte facilement? Sur 2 jours, oui. Sur plus, je sais pas. Ouais. J'ai jamais essayé encore. Donc tu connais, ce que je veux dire par là, c'est que tu connaissais ta limite par rapport à ça. Oui, alors après, la limite, elle est toujours dépendante de plein d'autres facteurs, parce qu'il y a des fois où on pique du nez au bout de 2 heures, on ne sait pas pourquoi. Et d'autres fois où, comme là, j'ai jamais eu de moment où j'ai piqué du nez, où j'ai somnolé. Donc voilà, c'est important ce que tu dis et ça rassure tout le monde. Donc il y a cette règle parce que tu as respecté ces 4 heures d'arrêt. Donc il y a eu ces 45 minutes à la base de vie, puis quelques minutes autour. Est-ce que tu t'es arrêté le long du parcours? Il y a eu ces arrêts boulangerie aussi dont tu parlais. Mais c'est important de dire aux gens que tu étais parfaitement conscient de ce que tu faisais, que tu n'as pas été somnolent. Sinon probablement pour des raisons de sécurité, tu se seras arrêté. C'est aussi pour ça que dans le matériel obligatoire, vous avez un bivy. Donc voilà, c'est important que tu précises ça. Oui et non, en fait... J'ai plus la question. C'est ta relation avec le sommeil en fait, voilà. Ah oui, clairement, oui. Il est un petit peu fatigué, il a pourtant dormi, hein. Mais voilà, j'ai volontairement voulu faire cet épisode tout de suite pour que ça soit encore frais et aussi mesurer cet état de fatigue, ce qui est rassurant pour moi et normal. Ouais, non, alors moi ce que je fais déjà, c'est que j'arrête la caféine avant l'épreuve. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des plus gros effets pendant. Donc là, un peu comme les pâtes avec les glucides, cette privation de régime scandinave quelques jours avant les pâtes et en reprendre 2 jours avant pour avoir ce boost de glucides. Toi, c'est que la caféine, intéressant. Ouais, c'est ça. Et ça permet en fait, là, par exemple, la première nuit, j'ai quand même pris un gel à la CAF parce que c'est à la limite le seul moment où j'ai senti que je fatiguais un peu au niveau du sommeil. Et la deuxième nuit en prévention, j'en ai pris 2. Mais au final, ça fait des doses de caféine très raisonnables. Et voilà. Mais clairement, dès que j'ai le nez qui pique, je m'arrête parce que c'est vraiment un coup à se faire très mal. Et ce serait dommage. Non, mais on voit que tu as la tête sur les épaules et que tous les choix que tu fais sont réfléchis. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi la suite de la saison? Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Oui, il y a la transcontinentale. J'ai eu la chance d'être sélectionné. Donc là, j'étais venu là justement pour la te préparer. Challenger. Bah oui, bien sûr. Et donc là, la suite de la préparation, ça va vraiment être l'événement. L'objectif. Ouais. Voilà, tu y vas pour faire quelque chose. Alors c'est difficile de dire en ultra j'y vais pour gagner, mais en tout cas ton objectif c'est vraiment d'aller jouer quelque chose et d'être devant. Ouais, alors le niveau est pas du tout le même, il faut pas se cacher, il y a vraiment des gars qui sont exceptionnels. C'est 4000 bornes, hein, donc là il faut de l'expérience, ouais, tout à fait. Ouais, il faut de l'expérience et puis des Victor Bosoni ou des gars comme ça, enfin ils ont même passé en élite. C'est des coursiers. Oui, toi aussi hein, tu as couru en élite, donc tu connais Victor hein, qui vient de remporter une épreuve d'ultra, mais il aligne son palmarès chaque année. Mais moi qui connais Victor, je ne suis pas surpris. C'était un espoir du cyclisme français, Victor. Donc c'est pas surprenant. Oui, de toute façon c'est ça. Hein, quand on vient d'élite, forcément, on a des zones d'endurance qui sont plus hautes que celles des autres. Donc on peut rouler plus vite. Après, sur 4000 km, il y a tellement d'autres paramètres. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Quelles sont les questions que tu as en tête? C'est vraiment la gestion du sommeil. Là, pour le coup, sur aussi long, c'est le truc qui me pose question. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais faire quelques tests d'ici là, mais... Est-ce que Race Cross Spain t'a apporté quelques réponses à tes questions? Ouais, clairement, il ne faut pas enchaîner 2 nuits blanches, ça c'est sûr. C'est pour ça. Alors, j'allais dire une transition parfaite. C'est pour ça qu'avec Rémi Urdiel, spécialiste du sommeil à l'université de Dunkerque, avec qui on mène une recherche de 3 années justement sur la gestion du sommeil en ultra-distance, nous avons mis cette règle 36 heures pour ne pas emmener les coureurs à 2 nuits de sommeil. À 2 nuits sans sommeil, je veux dire. Parce que là, on sait que c'est la zone rouge et on met le coureur en danger. Donc là, tu as entièrement raison. Ouais, clairement, là, la fin de la deuxième nuit, moi, alors c'était pas des hallucinations, mais c'est vrai qu'avec les lumières, en plus, c'est très particulier de rouler la nuit. Oui. Et avec les lumières, des fois, j'avais l'impression de voir des choses... alors qu'en fait c'était un arbre qui bougeait, mais c'était pas... Là moi je voyais, je sais pas, un truc qui avançait vers la route. En fait c'était juste l'arbre qui bougeait normalement, comme il fait d'habitude. C'est la fatigue, ouais. On n'est pas sur de l'hallucination effectivement, mais c'est de la fatigue, ouais, tout à fait. Ouais, c'est de la fatigue, d'une moins bonne analyse, on va dire, de l'environnement quand même. Bon, en tout cas, un immense bravo à toi, un grand merci de ta présence, de ta confiance, bravo pour la performance.
On te souhaite tout le meilleur pour ton objectif. Et est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou quelque chose, je vois que tu as ton beau maillot finisher, mais est-ce que tu as quelque chose, un message à faire passer à la communauté du cyclisme ultra-distance qui te regarderait sur le podcast Ultra Cycling Podcast? Non, je voulais vraiment remercier tous les bénévoles parce qu'ils sont aux petits soins tout le temps. Vraiment, ils sont exceptionnels. C'est le trait de caractère, on va dire, de l'organisation, effectivement. Ouais. Et puis j'ai retrouvé ça dans toutes les autres courses ultra-distance. C'est vrai, une vraie ambiance particulière. Ouais. Voilà, et puis aussi, j'ai eu énormément de messages sur les réseaux sociaux ces 2 derniers jours. Donc je voulais en profiter pour remercier tout le monde. Parce que ça fait chaud au cœur de voir les notifications, même si on n'a pas le temps de tout lire. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, génial. Un grand merci à vous, un grand merci à toi, bravo. Et puis on vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Ultra Cycling Podcast avec un finisher qui sera face à moi à ta place Nicolas, pour justement qu'il nous témoigne de son aventure. Un grand merci et à très bientôt.